C'est une rencontre qui était espérée par tous ceux qui militent désormais résolument pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous politique tant attendu aura lieu le mardi 27 juillet. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, invite son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel, rentré le mois dernier. Après son acquittement à la Cour pénale internationale, le pays restait suspendu à l'annonce de cette première rencontre. Quelles sont les attentes de ce premier tête-à-tête entre les deux personnalités? Peut-on dire que la réconciliation nationale ainsi que la décrispation du climat politique ivoirien sont à leur tournant décisif? Quelle place pour les autres acteurs politiques de différents bords? Côte d'Ivoire, rencontre entre Ouattara et Gbagbo le 27 juillet, un pas de franchi vers une vraie réconciliation. La question trame de ce plateau, on revient juste après l'intermède. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Soulem Lamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Patrick Abon-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Patrick Abon-Pouillon, déjà, est-ce que vous êtes quelque peu surpris par le timing de cette annonce-là au regard de la récente actualité et on va dire des mots parfois chauds entre les deux grands politiques? Non, je ne suis pas surpris personnellement parce que je sais qu'en politique, on dit des choses pour obtenir des choses. On monte des muscles parfois dans le but de permettre à l'autre de nous prendre en compte nos intérêts, de prendre en compte notre besoin et tout ça. Donc je crois que la situation en Côte d'Ivoire est logique, on devait passer par là, on allait arriver à là. Et je crois que les deux chefs d'État, le chef d'État en exercice et l'ancien président, ils sont tous les deux depuis toujours dans une logique de réconciliation. Mais de temps en temps, ils doivent rassurer leur aile dure. Et donc, parfois, en voulant rassurer l'aile dure, on donne l'impression qu'eux-mêmes sont dans l'aile dure. Mais il faut des rencontres comme ça de temps en temps pour atténuer les velléités des ailes dures, des velléités de ceux qui veulent en découdre. Et je crois que fondamentalement, c'est une très bonne chose et ce n'est pas une surprise pour moi. Ça devait arriver, on devait passer par là. Alors, M. Lamzat, que représente cette rencontre-là, de votre point de vue, 10 ans après donc le départ de Laurent Gbagbo pour une rencontre tant souhaitée. On n'attendait que ça. Et en fait, c'est un grand signe annonciateur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Enfin. Et il faut que, comme je l'ai dit, il faut que le fer se batte quand il est chaud. Je pense que le président Gbagbo vient de rentrer. Il a eu le temps, il a souhaité d'ailleurs aller aller pleurer sa maman, rencontrer ses anciens amis, ceux qui sont décédés, aller sur le tombe, se recueillir, rencontrer le président Henri Konan Bédié. Enfin, je crois que la dernière étape pour lui, c'était de rencontrer quand même celui qui est responsable et qui est au gouvernement du pays, le président Alassane Ouattara. Je pense qu'il a fait la démarche, ce que n'approuvent d'ailleurs pas ces partisans du FPI. Et je voudrais lancer un appel ici à ceux qui sont dans cette logique-là de guerre. C'est-à-dire, nous d'abord, et on verra les autres ensuite. Non. Quand on va dans la réconciliation, on ne joue pas à ce jeu. Il faut être dans une logique de rassembler tout le monde. Même quand on a tort, parfois de faire le premier pas pour que les choses se mettent en ordre de bataille. Je pense que c'est un acte à saluer. Et j'espère que le président Gbagbo, comme il sait si bien le faire, prendra autant de hauteur pour éviter que ceux qui ont des velléités de guerre par le bas, comme le disait Coach Pouillon, ceux qui sont des va-t-en-guerre, l'aile dure, puisse l'amener dans le décor. Alors, on a l'impression effectivement que dans toutes les chapelles politiques, il y a, comme qui dirait, un peu de tension actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que les deux chefs d'État n'étaient pas forcément appelés à se rencontrer aussitôt, selon vous? Est-ce qu'ils devaient attendre et se parler, pas après s'interposer? Je crois que si les va-t-en-guerre n'avaient pas eu raison, ils auraient dû même se rencontrer à l'aéroport, à l'arrivée du président Gbagbo. Et donc, les va-t-en-guerre ont eu raison de ce moment-là. Les va-t-en-guerre ont eu raison de plusieurs moments. Et je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne maintenant. Les va-t-en-guerre ont gagné. Maintenant, la Côte d'Ivoire gagne.
C'est vrai qu'il ne faut pas dire tout de suite que cette rencontre va régler tous les problèmes. Non. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est quel que soit ce qui vont se dire de dur dans la salle, que chacun en sortant puisse avoir la posture qu'il faut pour envoyer des signaux de paix et qu'en dehors de ça, les mots soient choisis pour éviter la provocation. Parce que dès que les mots de l'un ou de l'autre vont être humiliants pour l'autre, les va-t-en-guerre de chaque camp vont saisir la balle au bon et commencer par fléchir encore. Qu'il y ait un peu de respect pour la fonction que les deux ont occupée l'un après l'autre. Je voudrais qu'ils aient un peu d'égard pour la fonction, un peu d'égard pour la Côte d'Ivoire, et que seule la Côte d'Ivoire sorte gagnant de cet entretien. Si tel est le cas, on va encore mettre les va-t-en-guerre un peu en veilleuse, quitte à ce que l'avenir puisse rassurer les va-t-en-guerre aussi, afin qu'ils rentrent dans le moule de la réconciliation. Alors, selon Mme Date, quelles sont les attentes, notamment peut-être du peuple ivoirien, de cette rencontre-là? Une belle réconciliation. Déjà une belle rencontre le 27. Une rencontre autour de laquelle, comme dit mon co-débatteur, qui est un franc-parler avec des mots qui ne blessent ni l'un ni l'autre. Parce que vous savez, le langage, comme le disait mon père, quand vous voyez passer une femme, une belle femme, vous dites, madame, vous êtes belle, elle sourit. Mais allez lui dire qu'elle est moche. Vous en recevrez des coups. Donc il va falloir que les mots soient bien tamisés, pesés, comme les dieux savent si bien le faire, et aller véritablement vers cette réconciliation. Mais surtout, je réitère mes propos, en fermant l'œil sur ceux qui ont des velléités de guerre, parce que vous savez, l'Ivoirien de nature, c'est quelqu'un qui est... Bon, je vais emprunter un peu le mot, hein, il prend pas l'âme de l'autre. Ouais, il se mêle de ce qui ne le concerne pas. Il va être au devant des histoires de l'autre, quand bien même il n'a même pas été invité. Ouais, donc, ceux qui ont cette tendance-là à vouloir tirer les ficelles dans tous les sens, il faudra qu'ils se calment parce que, comme l'a dit, il place bien les mots, coach Poyon, que c'est la Côte d'Ivoire il faut que la Côte d'Ivoire gagne cette fois-ci. Les va-t-en-guerre ont gagné, les pro-Ouattara, pas leur dernière sortie là, on va faire ceci, on va faire ceci, ils ont gagné. Maintenant on prend les deux, on met dans le même panier et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À travers cette rencontre, je parie que les Ivoiriens ne s'attendaient même pas à cet appel-là du président Gbagbo vis-à-vis de son nom. Je ne pense pas qu'il a pris tout le monde de travers et je pense qu'il y a un calcul hautement politicien qui est derrière. J'espère qu'ils sauront voir le bout du tunnel. Alors, calcul hautement politicien, on a effectivement l'impression que nous sommes sur un vrai échiquier, un damier où chacun est en train d'avancer les pions. On a vu Laurent Gbagbo rentrer au pays, faire un petit voyage sur la RD Congo, rentrer en Côte d'Ivoire, aller rencontrer le président Bédié. Des mots sont sortis. Nous ne pouvons pas nous voir sans parler politique. Nous sommes politiques. Aujourd'hui, il y a cette rencontre-là par rapport à l'agenda du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a l'impression parfois qu'on n'arrive pas à tout suivre. Oui. Et c'est normal, hein, c'est normal. Regardez son parcours, regardez tout ce qu'il a vécu. C'est normal que ça ne roule pas très vite. Hein, il a vu ses collaborateurs il y a un bon moment. Il est en train de reconstituer son équipe de communication et autres. C'est normal qu'il y ait un peu de flottement. Et je crois que la force de l'homme, c'est sa capacité à rebondir et à se remettre sur ses pieds. Et je crois que sur ce plan, on ne peut pas lui reprocher d'avoir passé ce coup de fil pour demander cet entretien et remercier aussi le président Ouattara pour avoir répondu promptement à ça. Vous savez, les grands hommes, c'est dans ces moments qu'on sait qui est grand. On dit, quand il y a la boue, c'est en ce moment qu'on sait qui est solidement ancré au sol, parce qu'il ne glissera pas. Et je crois que c'est dans ces grands moments qu'il faut démontrer qu'on est grand. Je voudrais leur donner simplement l'exemple de Mathieu Kérékou, qui a reçu tellement de fiches démontrant que Nicéphore Soglo faisait des conférences aux États-Unis, le traitait de dictateur, de corrompu et tout. Et un beau matin, il décide de voir clair dans ça. Il prend son téléphone, il appelle Nicéphore Soglo. Et Nicéphore Soglo commence par lui dire que cela est faux, qu'il peut lui démontrer ça. Alors il dit, dans ce cas, il faut qu'on se rencontre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé une salle. Il a tout fait pour s'assurer qu'il n'y a aucun micro dans la salle. Il a demandé à ses gardes-corps de surveiller la salle jusqu'au jour de l'arrivée de Nicéphore Soglo.
Nicéphore Soglo est venu avec une délégation. Lui-même était avec sa délégation. À l'entrée de la porte, il a laissé tout le monde dehors. Il a fermé la porte. Il est rentré seul avec Nicéphore Soglo. Ils ont parlé. À la sortie, je peux vous assurer que certains se préparaient à prendre leur valise et fuir parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'ils se sont dit. Et personne parmi eux n'a fait confidence jusqu'à présent de ce qui se sont dit dans cette salle. Je crois qu'on est à ce moment, on est véritablement à ce moment où ils doivent se donner des gages, se parler, franchement, les yeux dans les yeux. Ils savent tous les deux ce qui s'est passé. Les pro-Gbagbo vont donner leur version, les pro-Ouattara vont donner leur version, mais ces deux-là savent ce qui s'est passé réellement. Ils ne peuvent pas se mentir en se regardant droit dans les yeux, alors qu'ils se parlent franchement, qu'ils sortent la Côte d'Ivoire par le haut. Je voudrais aussi rassurer et rappeler qu'ici au Bénin, lorsque ça chauffait et que les Vatangais dans les deux camps, et principalement dans le camp du président Talon, étaient en train de provoquer les autres, d'insulter les autres, je crois que sur ce plateau de 100% Bénin, j'ai eu l'occasion de demander au président Patrice Talon de mettre en prison tous les Vatangais de son camp, de mettre en prison. Et depuis ce temps, on a constaté que par peur d'aller en prison, même les Vatangais du camp du président ont commencé par se taire. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, les hommes d'État tapent du poing sur la table. Ils n'ont pas créé FPI pour Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas créé FPI pour Laurent Gbagbo. Alors, ils n'ont pas fait 10 ans de prison avec Laurent Gbagbo. Ils étaient en Côte d'Ivoire quand lui, il était exilé. Alors qu'ils ne viennent pas lui dire comment il doit faire la politique. Alors, aujourd'hui, les deux hommes se voient. Il y a peut-être un oublié. Est-ce qu'il est oublié, Henri Konan-Bédié? Avant même de répondre à cette question, je vais renchérir un peu en disant... en allant dans la même direction que mon co-débatteur, qui vous souvient qu'en 90, il y avait des soldats qui étaient prêts à en découdre avant la conférence nationale. Et il y a un discours qui a été pondu, un discours de, je ne sais pas, 14 pages au président Kérékou. Il n'a averti personne. C'est pour vous montrer la hauteur que prend le président Gbagbo par rapport à son acte. Et le président Kérékou rentre dans la salle, il empoche le discours, il sort le sien, sur lequel il n'a consulté personne. Ça dit, là, j'invite les deux chefs d'État, n'est-ce pas, à prendre de la hauteur, je veux dire le président Ouattara et le président Gbagbo, à prendre de la hauteur et à discuter. Le deuxième exemple, qui vous souvient, le président Gbagbo a dit qu'il a reçu, il a vu Alpha Blondy venir au portail de la République. Et il dit, il faut que je voie le président. Il dit, mais on va le voir, le président Gbagbo, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Alpha est là-bas. Il veut vous voir, coûte que coûte, il n'a pas demandé aux gens, il dit faites-le venir. Ils ont mangé, discuté, il dit bon, Alpha, il y a quoi? Il dit, président, je ne suis pas venu vous faire perdre du temps. Moi, Alpha Blondy, là, allez chercher Soro Guillaume. Vous voyez la chambre qui est là, rentrez dedans. Tant que vous deux, là, vous ne trouvez pas de consensus, n'en sortez pas. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire que parfois, comme il le dit si bien, nos chefs d'État, nos responsables doivent savoir raison garder, d'une part, et d'autre part, savoir prendre des décisions qu'il faut au moment opportun, sans parfois même consulter qui est que dalle. Il tape du poing sur la taille, il dit c'est comme ça, ça va se faire. Et c'est le cas de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi là, je vous disais à l'entendre cette émission que le FPI, en tout cas, les turiféraires du FPI, ils sont en train de faire fausse route. Et pour en venir à votre question, le président Bédié, écoutez, je vous l'ai dit ici, il est de ceux qui ont mis le feu aux poudres, n'est-ce pas, à partir des années 95, et plus précisément dans les années 99, à travers, n'est-ce pas, l'article, je crois que c'était l'article 36 ou 37, la Constitution, l'ivoirité. Le concept de l'ivoirité. Ensuite, il est parti du côté du LHTB pour faire battre Gbagbo. En tout cas, moi, j'aurais eu honte de me retrouver encore avec Gbagbo pour aller battre Ouattara. Donc, moi, je pense qu'il ferait mieux de préparer une relève. Mais malheureusement, dans la coutume baoulée, un chef baoulé nomme pas son successeur. N'abdique pas. Alors, Patrick Aron-Pouillon, par rapport à la posture du président Henri Konan-Bédié, on l'a vu dans cette rencontre avec le président Laurent Gbagbo, déjà on a l'impression que les propos et les mots des deux personnalités n'étaient pas des propos coordonnés. Qu'est-ce qu'il peut l'expliquer? Oui, parce que je vais vous raconter un cas. Il y a eu un sommet des ministres des Finances de la zone franc. Et à ce sommet, la France a annoncé qu'il y aura dévaluation du franc CFA.
Un chef d'État africain économiste a dit à tout le monde qu'il n'y aura pas d'évaluation. Pendant ce temps, le président Nicéphore Soglo du Bénin avait une calculatrice en main et était en train de calculer et de noter des choses. Le président Bongo, très avisé, l'a appelé. Il dit, petit frère, tu es économiste, non? Il dit oui. L'autre qui dit qu'il n'y aura pas d'évaluation là, lui aussi il est économiste, non? Il dit oui. Il dit, pourquoi lui dit qu'il n'y aura pas d'évaluation? Toi, tu dis qu'il y a d'évaluation et tu calcules même des choses que tu vas demander. Et le président Soglo lui dit, il reviendra vous dire qu'il y aura d'évaluation. Il est d'abord en train de tirer les projecteurs vers lui afin que ce soit avec lui que la France discute. Alors, si vous ne vous préparez pas au oui, afin d'exiger des choses en retour, il va vous prendre de vitesse. Alors, le président Bongo demande à ses collaborateurs de noter un certain nombre de choses pour que quand le oui va venir, le Gabon puisse être prêt pour discuter. Effectivement, quelques minutes après, le chef de l'État en question arrive et dit à tout le monde, j'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Il y aura des évaluations. Bongo dit, tu n'es pas sérieux. C'est pas possible. Tu nous as dribblés. C'est le petit frère là qui m'a sauvé. Donc, bref, lorsque ils se sont réunis à Daoukro, tout à fait, chez Bédié, Bédié savait très bien que Laurent Gbagbo va finir à la présidence de la République. C'est pourquoi Bédié dit il faut un nouveau contrat démocratique et je vous reviens par rapport à ça. Le temps donc d'en parler avec le président en exercice. C'est que Bédié savait où va Gbagbo. Donc, il n'a pas voulu être sur un pied avec Gbagbo et après Gbagbo fait comme Youssouf Fofana et dribble doit aller de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que dès l'instant de Daoukro, lui parlait déjà ce qu'il a dit à Daoukro. Vous voyez que c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et par rapport à la question où est Bédié dans ça, les amis, la Côte d'Ivoire va tourner tantôt sur un pied, tantôt sur un autre pied, tantôt sur un autre, mais elle ne trouvera pas de solution si ce n'est pas les trois. Donc oui, pour une rencontre Gbagbo-Ouattara, mais très prochainement, une rencontre Gbagbo-Ouattara-Bédié pour que la Côte d'Ivoire gagne entièrement. Alors, beaucoup ont reproché à cette rencontre de Daoukro d'être un marché de dupes. Est-ce que c'est une logique que vous comprenez quelque peu? Non, ce qui avance, je parlais de Big Togo. Disons les choses aussi claires. Soyons clairs dans nos propos. C'est Big Togo qui dit des trucs comme ça. Voilà des turiféraires du RHDP aussi. Donc moi, je pense, ouais, là, le fait déjà que le président Ouattara décide de recevoir le président Gbagbo, n'est-ce pas, certainement à sa demande, mais il a pris de la hauteur par rapport aussi bien au FPI, au RHDP, au PDCI. Donc ces deux hommes-là, il faut les prendre au sérieux. Ils ne sont même pas dans la logique de ce qui se passe. Et puis il faut comprendre quelque chose. Je ne reste quand même pas dans les geôles extérieures, occidentales plus précisément, pendant une dizaine d'années, durant lesquelles j'ai écouté, j'ai entendu tout son de cloche. Je reviens et je viens reverser encore dans l'ivoirité. Non, franchement, il faut être permettez-moi le terme, il faut être con pour le faire. Il faut être con pour le faire. Je pense que les deux, certainement aussi, il ne faut pas oublier les pressions. Hein. Il y a aussi des pressions extérieures, peut-être sur le plan juridique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, qui amènent les deux à quand même à considérer, à avoir un certain nombre de considérations que le peuple ne voit pas, que les partis politiques ne voient pas. Donc, si il est souhaitable, moi, à mon avis, il est souhaitable d'avoir, oui, une rencontre Gbagbo-Ouattara, mais pour faire dans son ensemble et dans la paix et la quiétude, n'est-ce pas, il faut faire venir tout le monde. D'autres appelleront ça dialogue national. Mais je pense que c'est une rencontre autour de laquelle les acteurs principaux ont droit de questions et de réponses. Et ça doit se faire dans un huis clos, mais total. Ni caméra, ni rien du tout. On parle, on s'est entendu, on sort et on va faire ce qu'on a dit ensemble. Je pense que dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire avancera. Mais si on doit retourner à la base, vous voyez bien que le président Gbagbo n'a pas consulté le FPI. Lequel FPI, il manque toujours de réconcilier. C'est vous dire qu'il sait que s'il amène le problème là en bas, il perdra encore du temps. Donc il faut avancer, même s'il faut passer sur les plus fidèles du FPI, il faut passer sur eux pour arriver à un résultat.
Je pense que c'est mon avis sur la question. Alors, par rapport au chantier de la réconciliation nationale, on a parfois l'impression que les propos tenus ne sont pas forcément en adéquation avec les gestes. Au niveau de chaque chapelle politique, on va le dire ainsi. On a vu un ministre de la République tenir des propos en disant s'il faut que le président de la République fasse 10 mandats de plus, nous allons souhaiter qu'il le fasse. Que comprendre de ce type de prise de parole-là en politique dans le climat actuel en Côte d'Ivoire? Vous savez, Houphouët a fait la politique pour tous les Ivoiriens pendant 40 ans. Donc les Ivoiriens sont en train d'apprendre la politique. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Houphouët en a tellement fait en politique qu'il a fait pour tout le monde. La preuve, vous avez vu un enfant de Houphouët en politique? Non, il a fait pour tous ses enfants. Il a fait pour tous ses petits-enfants. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une logique où on apprend la politique derrière Houphouët. Donc ça fait que comprenez que ces propos-là, dans tous les cas, sont des propos qui... Et l'autre chose, vous allez voir que dans ces propos va-t-en-guerre, vous allez voir souvent le FPI, vous allez voir souvent le RDR, disons le RDR, parce que quand vous dites le RHDP, ça embrasse le PDCI qui n'est plus là-bas. Le RDR, vous allez le voir souvent dans ces postures va-t-en-guerre. Mais vous allez voir très peu cette posture au niveau du PDCI. Pourquoi? Parce que depuis Houphouët, la discipline centralisée vers l'euro a été longtemps respectée et cultivée. Au PDCI. Voilà, au PDCI. Donc ça fait que vous voyez, par exemple, quand le président Bédi a rencontré le président Ouattara, vous avez vu des pays prendre la parole tout de suite pour dire risque de trahison. C'est le RHDP qui est retourné dans leur fief. J'ai suivi ça sur un plateau de France 24. Vous voyez un peu. Alors qu'on dit, Laurent Gbagbo veut rencontrer Ouattara, vous allez voir que les PDCI ne parleront pas. Parce qu'ils respectent les deux hommes. Et le président Bédié ne leur permettra pas d'attaquer un partenaire, Laurent Gbagbo, ou d'attaquer le président de la République dont on a besoin dans la réconciliation. Et vous voyez que c'est les gens du pays les mêmes qui critiquaient Bédié pour avoir rencontré Ouattara, qui critiquent leur propre leader pour avoir rencontré Ouattara. Donc c'est la discipline de groupe qui s'apprend. Parce que le FPI a été dans le combat face à Gbagbo. Et dans le combat, tous les armes étaient utilisées pour pouvoir combattre. Mais aujourd'hui, on apprend la politique. Et donc, permettez-leur de faire des erreurs dans tous les camps et d'apprendre de leurs erreurs. Déjà, soyons heureux de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où ce n'est plus comme il y a quelques années, où c'était au cabinet même des deux hommes qu'on s'attaquait et tout ça. Je crois qu'il y a une maturité du peuple ivoirien et des dirigeants, et il faut compter sur les jours à venir pour progressivement amener tout le monde vers la réconciliation qui n'est pas, on va dire tous la même chose. Non, non, on ne dira pas la même chose. On ne dira pas la même chose. Seulement, on va sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'abord. Et je voudrais dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire a une influence directe sur toute l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas que c'est un Ivoirien qui préside la CEDEAO. Et que si son pays a des problèmes et il ne peut pas parler dedans, les autres pays ne lui permettront pas de venir leur donner la leçon si dans son pays, il est incapable de mettre de l'ordre. Donc s'il y a de l'ordre en Côte d'Ivoire, le président de la CEDEAO se sentira investi d'aller faire la paix ailleurs. Ce n'est pas tout. Vous savez qu'en Guinée, nous souhaitons que le chef de l'État reçoive le responsable de l'opposition. Donc nous souhaitons ça dans beaucoup de pays. Donc si ça se passe en Côte d'Ivoire, ça va se passer certainement dans les autres pays, alors qu'ils comprennent qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui les regarde et qui espère compter sur eux pour que la paix revienne dans la sous-région. La paix de retour dans la sous-région en Côte d'Ivoire, on a l'impression parfois que les discours sont de nature à ne pas arranger forcément les choses. Après le ministre du Togo, le ministre Touré aussi est sorti et a estimé que ce deal-là n'était pas un deal viable et que s'il fallait continuer à être candidat jusque peut-être à la fin des temps, le président Ouattara serait prêt pour le faire. Ils ont tout faux, ils ont tout faux. C'est ce qu'on se tue à vous expliquer ici. Ils ont tout faux depuis le départ. Si on devait s'en tenir à ce qu'ils ont dit jusqu'à là, les deux présidents, les deux leaders là, devaient toujours être en posture de guerre. Ils sont en train de nous démontrer le contraire. Et mieux, celui qui semble avoir été
celui qui a été délaissé, maltraité, emprisonné, envoyé en dehors même du pays, c'est lui qui fait le premier pas. C'est une manière de dire à ceux qui sont en bas là, qui font du tintamarre, calmez-vous, vous ne voyez rien du tout. Vous ne comprenez rien du tout. Vous n'êtes même pas dans la logique d'une véritable réconciliation. Alors, moi, je pense que ces deux hommes charismatiques, n'est-ce pas, d'une certaine portée et hauteur politique, ont plutôt des leçons à donner à ceux-là qui s'agitent. En ceux-là qu'il faut les calmer tout de suite. Il faut les Big Togo et qu'on soit là, il faut les ranger au placard. Et leur dire, écoutez, taisez-vous. Ici, il ne s'agit pas du RDR, comme il disait, ni du FPI, ni du PDCI. Et je suis content même que Coach Poyon relève ici, n'est-ce pas, la posture, la hauteur politique a souvent le PDCI dans les prises de décision qui se passent entre partis opposés. Vous devez l'avoir remarqué. Le PDCI est l'un des partis en Côte d'Ivoire les mieux disciplinés et les mieux organisés. Et les mieux nandis aussi. 40 ans de pouvoir, allez-y comprendre. Les moyens, c'est forcément important pour faire de la politique. Ben oui. Forcément, Patrick Armand-Poyon, y a-t-il des personnalités qui doivent aussi être intégrées à cette réconciliation-là et qui, pour l'heure, ne le sont pas? D'abord, je voudrais dire que Big Togo est sorti parce qu'ils ont eu peur. Depuis que le président Gbagbo est venu, ils n'ont rien dit. Mais il a suffi que les deux hommes, le président Gbagbo et Bédié, se rencontrent pour que le RIDP communique. Donc, au lieu de les condamner aussi, il faut comprendre qu'ils ont eu peur. Et donc, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire pour que quelques militants, quand même, se désolidarisent de cette union. Donc, ils ont dit ce qu'il faut dire pour distraire. Sinon, ils ont eu peur. Vous avez vu que depuis le début, ils ont une posture de je ne dis rien, ce n'est pas un événement. Mais après, ils ont vu que là, ça devient un événement parce que quand deux s'unissent contre trois en Côte d'Ivoire, ils gagnent toujours. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, associer les autres. Vous vous rappelez, sur ce plateau, je vous ai dit un jour, à l'époque, on envisageait le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et je vous ai dit ce jour-là que Blé Goudé ne pourra pas rentrer avec Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo va rentrer. Maintenant, Blé Goudé a intérêt à régler ses problèmes avec Laurent Gbagbo afin que dans les revendications de Laurent Gbagbo, il puisse y avoir le retour de Blé Goudé. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas mettre à la même table Laurent Gbagbo, Ouattara, Bédié et les autres. Il faut que les trois aient beaucoup de hauteur pour penser à leurs ex-collaborateurs, à leurs ex-fidèles qui sont à l'extérieur. On a beau dire que Guillaume Soro n'est pas petit quelqu'un, on a beau dire que Blé Goudé n'est pas petit quelqu'un, mais quand on parle de Ouattara, on parle de Gbagbo, on parle de Bédié, les autres viennent dans un deuxième chapeau. Donc il va falloir que les trois réunis puissent dire, nous avons quand même, comme on le dit en Côte d'Ivoire, nos petits, qu'ils doivent rentrer. Et donc ce soit dans cette logique-là. Mais n'oubliez pas aussi que quand Guillaume Soro rentre, c'est quelles sont les dispositions prises pour la sécurité d'Alassane Ouattara. Il faut régler ça aussi. Parce qu'il ne faut pas dire simplement que Guillaume Soro doit rentrer et laisser Alassane Ouattara sans sécurité, laisser rentrer Guillaume Soro. Vous savez, vous connaissez l'efficacité de Guillaume Soro. Donc par rapport à ça, moi je crois que tout va aller selon un timing. Je prie Dieu que le président Gbagbo ait suffisamment de hauteur, oublie les frustrations que lui ont fait subir Blé Goudé et que dans cette première rencontre-là, il puisse obtenir tout au moins le retour de Blé Goudé. C'est bon pour sa troupe de savoir que le commandant en chef n'abandonne pas ses troupes, même quand ils font des erreurs. Alors, retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il a été reçu à La Haye, déjà dans le cadre de l'obtention d'un passeport. Cela veut dire que son retour en Côte d'Ivoire est imminent. Certainement, et nul ne sera de trop dans cette réconciliation. Il ne s'agira pas que de Blé Goudé, il y a Soro aussi. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui sont encore là, dans la sous-région, là, au Ghana, au Bénin, je ne sais pas, au Libéria, mais qui attendent toujours de voir. C'est tellement ils ont eu peur pour leur vie. Ils ne sont toujours pas rassurés. Ils ont besoin de voir déjà tous les acteurs principaux, n'est-ce pas, de cette crise autour d'une table pour dire, bon, enfin, on peut déjà commencer par revenir. Mais quand on a des discours va-t-en-guerre comme les Abdama Bitogo, le ministre Touré, là, qui viennent
n'est-ce pas, saper, n'est-ce pas, la direction dans laquelle vont les leaders. Vraiment, ça laisse à désirer. Hein. Si c'était moi, je ne rentrerais pas. Vous me demandez mon avis personnel, je ne serais pas rentré. Mais il va falloir que tout le monde se mette autour de cette table, que ceux qui sont dehors puissent rentrer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la réconciliation, je la vois, moi, en deux volets. Il y a les leaders principaux, le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo, et la génération dont nous parlons ici sur notre dernière émission. La relève de qualité qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Il faut que cette relève-là aussi se réconcilie. Entre elles. Entre elles. Et je pense que le président Soro Guillaume a déjà fait un pas en disant, bon, moi, je vais demander pardon à tout le monde. Je demande pardon au président Ouattara. Je demanderai pardon au président Laurent Gbagbo. J'irai voir mon frère Blé Goudé. Et il a fait la démarche. Mais vous voyez, il ne faut pas donner, comme le disait Coach Poyon, il ne faut pas donner l'occasion au va-t-en-guerre de rentrer dans le jeu. Il y a à l'époque, si vous vous souvenez bien, et les mêmes là, dont on vient de citer les noms, qui sont levés, on dit, ah, ça ne se passera pas ici. Quand vous n'êtes pas du RHB, cédez le tabouret. Vous vous souvenez de ce langage-là? Et ça a mené mais c'était une marmaille. Et on ne s'en est pas sorti. Donc il va falloir taider ces discours de guerre, machin, tout ça, et amener même cette classe, c'est-à-dire cette relève-là aussi, à participer. Et cette relève-là aussi, parce que c'était elle qui était au contact de la population. Pour prendre que le cas du président Soro Guillaume et du président Blé Goudé, c'est eux qui avaient souvent des mouvements de troupes. C'est à eux d'aller parler au peuple. Au nom de ce qu'auraient décidé les leaders. Et après, on verra, vous allez voir, les choses vont se passer, à mon avis, bon, avec beaucoup de difficultés, mais ça ira quand même mieux qu'aujourd'hui. Il va falloir prendre des responsabilités. Il est question ici de prendre des responsabilités vraies. Il ne faut pas aller dans un élan politiquement pas correct. Alors, par rapport au ministre Blé Goudé, dans sa récente sortie, dans un communiqué, il a salué les efforts fournis par le président Alassane Ouattara pour la décrispation du climat politique, pour déjà faciliter, permettre un certain nombre de choses. On a l'impression que dans sa posture politique, il est prêt déjà pour rentrer, et pourquoi pas prêt pour, je dirais, participer à cette réconciliation-là. Est-ce que, selon vous, c'est une posture politique ou bien, quelque part, c'est forcément ressenti et assumé? Permettez-moi d'associer cette question en même temps à Guillaume Soro. Faisons très attention à trop de communication. Guillaume Soro est un fils d'Alassane Ouattara. C'est pas sur les médias qu'on n'enfant pas à son père. C'est pas sur les médias. C'est-à-dire que, non, c'est pas les communiqués, je demande pardon, non. Il a demandé pardon sur les médias, Gbagbo. Gbagbo l'a reçu, non. Donc, c'est pas sur les médias. Lorsque Gbagbo a voulu appeler le Premier ministre de Côte d'Ivoire, il n'a pas fait sur les médias. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Lorsque Gbagbo a voulu appeler Ouattara pour demander une audience, il n'a pas fait sur les médias. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. C'est les rumeurs qui ont dit. C'est les rumeurs qui ont dit que Gbagbo a appelé. Gbagbo n'a pas pris un communiqué pour dire « je demande à rencontrer Alassane Ouattara, je demande... » Non. Donc, il faut qu'ils comprennent. Quand c'est gâté, en Côte d'Ivoire, on dit quand c'est gâté, c'est gâté. Donc, la seule façon de régler le problème Guillaume Soro, Alassane Ouattara, c'est un père et fils. Et il y a des émissaires qui peuvent aller parler. Ce n'est pas les presse, c'est pas pardon sur les médias. C'est-à-dire, on fait deux combats à la fois. Au même moment, on veut rentrer. Au même moment, on fait de la politique. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a eu bagarre entre un père et un fils. Ça doit se régler entre Dieu, c'est-à-dire d'abord avec des émissaires, et ensuite Dieu dans Dieu. On peut profiter d'un voyage du président Ouattara en Europe pour qu'il le rencontre, pour qu'il s'excuse. Hein? Parce que qu'on le veuille ou non, entre eux deux, au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes. Rappelez-vous, quand Guillaume Soro a décidé radicalement de quitter le HDP, c'est Ouattara l'a reçu, ils se sont parlé. Donc s'il y a chose là maintenant, ils vont se parler. Donc je crois que ne confondons pas les médias pour tout. Ne faisons pas tout sur les médias. Par rapport à Blé Goudé, c'est une bonne posture. J'ai associé ça avant de dire que je ne peux pas dire la même chose de Blé Goudé parce qu'il n'a pas l'habitude aussi de faire beaucoup de communication. Il a sorti juste un communiqué. Ça peut être dans le sens de donner des gages et tout ça. Mais ces genres de choses se font par des médiateurs qui préparent le terrain. Je prends l'exemple du Bénin.
Le président Talon était en exil. Il était persona non grata au Bénin. Il a allé voir des chefs d'État pour intervenir auprès du président Yahi Boni. Et ça se fait tous les jours. Donc je crois que, et surtout, ils n'ont qu'à se réconcilier avec leur père politique. Blé Goudé n'a qu'à se réconcilier avec Laurent Gbagbo. Parce que s'il fait Ouattara et rentre au pays, les Vatangais peuvent toujours sortir 20 ans de prison et le mettre en prison. Parce que n'oubliez pas qu'au même moment où on est en train de parler de réconciliation, c'est vrai qu'on a reproché plein de choses au président Gbagbo dans ses discours et à son équipe, mais au même moment, le régime aussi est en train de faire des procès encore. Donc on ne comprend pas. On est en train d'amnistier d'autres, on est en train de faire procès encore. Donc il y a des Vatangais qui poussent à des choses. La seule façon, c'est de retrouver la protection de son père politique. Blé Goudé doit retrouver la protection de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro doit retrouver la protection d'Alassane Ouattara. Par rapport au ministre Blé Goudé, sa posture politique, elle est adéquate selon vous? Je pense qu'il est dans une bonne démarche. Il faut rentrer pour parler de réconciliation. Si vous restez là-bas à manger du camembert, à boire du vin, avec du pain, ça dit manger français, dormir dans de beaux hôtels, vous ne serez pas au courant de ce qui se passe. Qui vous souviennent, déjà observez à travers votre question là, la posture du président Laurent Gbagbo. Je pense qu'il est en train de constater, à mon avis, que les vérités qu'il a connues, les réalités qu'il a connues, j'allais dire, en étant gardé là-bas pendant 10 ans presque, mais ce qu'il est en train de voir sur le terrain, ils sont en totale inadéquation. C'est ça certainement qui le pousse à prendre des décisions sans concerter le FPI. Je vous ai dit ici à l'entame de cette émission qu'il y a aussi le problème de réconciliation au niveau du FPI. Mais il ne l'a pas fait. Il a nommé un DC. Il a nommé sur la base de quoi? Posez-vous des questions. Ça dit qu'il gère le truc tout seul. Il a une vice-présidente qui est Simone Babo. L'a-t-il concerté? Le FPI a Finguesa, l'a-t-il concerté? Donc moi je pense que Soro Guillaume doit avoir une lecture, n'est-ce pas, sur ce que le comportement de ces leaders-là. Et chercher... il y a toujours des tirs référés, on reviendra toujours à ça. Ah non. Prenez la toile même depuis hier. Donc, on dit, ah non, Gbagbo, il est tombé trop bas. Il a fait tout ça là pour venir encore prendre le téléphone pour appeler, pour demander pardon, c'est pas la peine. Oui, c'est un mental qui est inné aux Ivoiriens. Je peux ne pas m'entendre avec vous. Ça ne fait pas de nous des ennemis. C'est le sujet sur lequel on ne s'entend pas. Et on dit, je vais leur prêter un dicton de chez nous. Ici, du Bénin qui dit, on ne refuse pas l'appel. N'est-ce pas? Le président Ouattara a appelé à la réconciliation. On ne refusera pas cet appel. On peut ne pas s'entendre sur le contenu de comment nous allons à cette réconciliation. D'où la démarche du président Gbagbo d'aller. Il va falloir que les autres, aussi bien Blé Goudé que Soro Guillaume, s'inscrivent dans cette posture-là pour aller dans la même démarche. Aller ailleurs, là, c'est ouvrir le tombeau, ouvrir le cercueil de quelqu'un qui doit dormir toute une éternité. Il n'en tirera rien. Y a-t-il, je dirais, des éléments qui, aujourd'hui, pourraient favoriser le retour de Guillaume Soro? Oui. Il y a un procès qui a rendu son verdict il y a quelques jours. Aujourd'hui, en plus de la condamnation à 20 ans de prison, il a écopé une autre condamnation à perpétuité. On a l'impression que l'avenir est quelque peu sombre. Non, on a l'impression qu'Alassane Ouattara aime très bien Guillaume Soro. Ah bon? Oui. Il fait tout pour amener Guillaume Soro à venir. Il fait tout pour ne pas offrir d'opportunité à Guillaume Soro, afin que Guillaume Soro comprenne qu'il n'y a pas 4 camps en Côte d'Ivoire, il n'y en a que 3. Il n'y a pas 4 camps en Côte d'Ivoire, il n'y en a que 3. On s'inscrit dans l'un des 3. C'est le message qui est en train d'être envoyé à Guillaume Soro. Il n'y a pas 4 camps. Il n'y aura pas un sitting. Il n'y aura pas une séance de travail entre 4 ou 5 personnes. Il n'y en aura qu'entre 3 personnes. C'est ça le message. Donc vous rentrez dans votre chapelle, vous revenez à la maison. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va faire sa transition vers la relève. Il y aura... Vous voyez, c'est-à-dire, retenez une chose, en politique, on lit le moment et on travaille sur le moment par rapport à l'avenir. L'erreur politique, je le dis humblement, parce que je sais
que même si les gens de Guillaume Soro vont m'insulter, et parfois les gens de Gbagbo et de Ouattara et de Bédié m'insultent, je sais qu'au moins leur leader m'écoute et comprenne. Donc je vous dis, l'erreur de Guillaume Soro a été de penser qu'en ce moment-là, il peut y avoir un quatrième camp. Et vous allez voir qu'aucun des trois grands leaders n'accepte un quatrième camp. Ce n'est pas seulement Alassane Ouattara qui n'accepte pas. Bédié n'accepte pas. Gbagbo n'accepte pas. Il n'accepte pas un quatrième camp. C'est pour ça que même au FPI, Gbagbo n'a pas accepté le fait que Blé Goudé a voulu s'affranchir de lui et avoir un parti à lui-même. Le COGEP. Voilà. Donc, retenez une chose. C'est dans la culture ivoirienne. Laissez les chefs, le roi, les trois rois là, laissez-leur faire leur temps et passer la main. Et après eux, vous allez maintenant travailler à la succession. La succession est ouverte, mais pas pendant que le roi est là. Ça là, il faut comprendre ça et que chacun rentre dans les rangs. La réconciliation se fera entre trois personnes et ça va entraîner la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est le message que le président Alassane Ouattara est en train d'envoyer à Guillaume Soro et c'est le message que Laurent Gbagbo est en train d'envoyer à Blé Goudé. Guillaume Soro, de retour au RHDP, c'est possible selon vous? À mon avis, les choses sont allées déjà trop loin. À mon avis, hein, les choses ont été déjà trop loin pour qu'on lui demande de revenir. Mais je suis dans la même lecture que Coach Bouillon. Qui a fait Guillaume Soro? Qui a fait Charles Blé Goudé? Quand vous posez ces deux questions-là, le débat il est clos. Vous ne revenez plus. Et mieux, nous sommes en Afrique. Vous ne demandez pas le fauteuil de votre père pendant qu'il est encore vivant. Vous ne lui volez pas son accoutrement. Ça dit, passez-moi le terme, vous ne lui volez pas sa posture de père pendant qu'il est encore assis, bien portant, capable, n'est-ce pas, d'assumer ses responsabilités de père. Et même s'il est couché sur un lit d'hôpital, vous veillez toujours à ce que, vous veillez à même à tirer des enseignements de lui, à préparer après lui. En fait, c'est africain ce que je dis là. Et ignorer ça. Ah, mais ça se mettre dans une posture, comme je décris ici toujours, démocratie, on ne sait pas quel est le contenu, et on nous amène des choses où 5 ans après il faut se battre. Si c'est ça, prendre le pouvoir, ou bien ôte-toi de là que je m'y mette, si c'est ça, franchement, le chemin sera long pour la relève de qualité qu'on emploie ici pour la Côte d'Ivoire, qui se range derrière les leaders, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire on est petit. Parce qu'il a fallu bien le petit Guillaume Soro en question pour porter le père au pouvoir, mais il y a le bon sens. Il faut avoir du bon sens et savoir que pendant que mon père ou le président, en tout cas mon aîné, celui qui est en train, que moi j'ai pu porter et qui est en train de me faire grand aujourd'hui, que je ne peux pas lui dire quitte, je prends le fauteuil. On est africain. Il faut faire attention. Il parlait de posture culturelle par rapport au PDCI. Mais chez les Baoulés, on n'a pas un successeur pendant que le roi est là. Qui va se lever là au niveau du PDCI et vouloir la place de Henri Konan Bédié? Ça s'est fait au Fouet. Il a fallu la mort de Fouet pour que Bédié se présente. Il va falloir aussi la mort de Bédié pour que quelqu'un d'autre vienne. Et c'est comme ça que l'Afrique fondamentale, en tout cas que nous connaissons, que nous avons appris de nos parents, c'est comme ça se passe. On ne vient pas voler au père la vedette pendant qu'il est encore vivant. Alors, Patrick Ampouillon, au FPI, on a l'impression qu'il y a encore des griefs. Un communiqué pondu par le secrétaire général fidèle à Pascal Affi-N'Guessan a recadré Assoadou publiquement en disant qu'on n'avait pas le droit de désigner Laurent Gbagbo président du parti. Le seul président était Pascal Affi-N'Guessan. On a l'impression que, visiblement, il y a encore des tensions au FPI qui n'ont pas pu, des tensions résolues jusque-là. Moi, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas un récépissé FPI Gore. Mais Affi-N'Guessan veut garder son récépissé qu'on lui laisse. Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous avez posé la question, est-ce que Guillaume Soro peut revenir au RHDP? Mais ce n'est pas RHDP. Ouattara est au-delà du RHDP. Gbagbo est au-delà du FPI. Bédié est au-delà du PDCI. Donc, c'est se réconcilier avec son père qui peut le protéger même contre le RHDP. C'est ça.
c'est Ouattara qui peut le protéger contre le RHDP. Donc c'est pour dire que venir faire allégeance à Ouattara n'est pas nécessairement même faire pour la politique. Moi, si j'étais conseiller de Guillaume Soro, j'ai dit fais allégeance à ton père et laisse la politique quelques années d'abord. Et c'est la même chose, Blé Goudé. Maintenant, je vais vous dire ceci. Hier, en Côte d'Ivoire, et partout dans le monde, dans les organisations que je dirige, les gens se sont retrouvés sur quel thème? La domination du cerveau sur les émotions. Ce qui tue les hommes politiques, c'est de laisser les émotions d'applaudissement, les émotions de le peuple avec moi, ceci les conduit en prison ou en exil. Il faut que le cerveau domine les émotions. Il vaut mieux faire pause en politique que de faire pause dans sa liberté. Il vaut mieux faire pause en politique que de faire pause dans sa sécurité. Il vaut mieux faire pause en politique que de faire pause dans ses relations avec sa famille, avec ses amis et tout. Donc il vaut mieux pour Guillaume Soro de faire pause, se réconcilier avec son père. Les gens vont l'insulter, mais l'avenir lui donnera raison. Et à ce titre, je voudrais citer Nelson Mandela, de parler de Nelson Mandela, qui, parce qu'il a eu cette posture de réconciliation, sa propre fille a refusé de lui adresser la parole jusqu'au moment où elle a vu la preuve évidente que son père avait raison. Donc c'est très important. Il faut prendre des décisions parfois pour ta propre vie, pour ta propre sécurité, parce que ceux qui t'applaudissent pendant que tu es en exil, eux, ils sont en train de manger ben et gaba à Abidjan. Toi, tu es là-bas, tu ne peux pas manger gaba, même si on t'amène, c'est déjà congelé. Et donc, il faut que tout le monde rentre au pays pour que tout le monde parle. Les gens vont critiquer. Dans tous les cas, il n'y a pas de décision que tout le monde va saluer. Au niveau du FPI, ce n'est pas encore la paix véritable. Le président Finguessan avait dit que le jour où le président Laurent Gbagbo reviendrait en Côte d'Ivoire, qu'il n'aurait aucun problème à céder le fauteuil et la responsabilité du FPI, mais visiblement, il y a encore des préalables qui semblent ne pas être réglés. Je répondrai à votre question en rebondissant sur les derniers propos de Coach Bouillon. Je vais donner un exemple tout court pour vous montrer que le peuple n'est parfois pas en adéquation avec les décisions politiques. Le président Assimi Goïta, pour sortir un peu du cadre de la Côte d'Ivoire, il a envoyé des moutons à qui? Pour la Tabaski, au président Ouattara. Réfléchissez. Il a envoyé des moutons au président Ouattara que d'autres trouvaient comme étant son ennemi. Et il faut faire attention quand vous faites de la lecture politique. On n'envoie pas des moutons à un ennemi. On donne des moutons à un ennemi. Et c'est un acte religieusement fort, haut placé. Et ceux qui réfléchissent devaient savoir de quoi il s'agit. Je reviens au FPI. Mais le président Afi, il a été clair. Je l'ai dit ici sur le plateau. Le président Afi dit le FPI a été créé par le président Laurent Gbagbo. La nature aurait du vide. Si je laisse faire, le FPI, il y aura que dalle après. Je prends mes responsabilités. Il était parmi les vice-présidents. Ils ont été un congrès. Il est devenu président. Mais président, c'est que du papier. Le vrai président du FPI, on l'a vu dans la rue, c'était Laurent Gbagbo. Tout le monde est sorti. Le président Afi, il est resté dans sa logique. Il a été à l'aéroport. Bon, pour des raisons protocolaires de sécurité, le président Laurent Gbagbo n'est pas passé saluer tout ce monde-là. Il est passé par des sentiers pour sortir. D'accord? Il faut laisser le temps. Il faut que en tout cas, moi, je reviens sur les turiféraires là, qui pensent qu'il faut faire la guerre partout. Il faut laisser le temps, n'est-ce pas, aux responsables qui dirigent ces partis-là, n'est-ce pas, de faire le bon choix. Le président Afi a été clair. Au retour du président Laurent Gbagbo, je souhaiterais le rencontrer, discuter et, si possible, lui remettre la reine du FPI. Madame Simone Gbagbo, qui en est la vice-présidente, vous l'avez entendu parler sur les problèmes de je suis, c'est moi, c'est pas avec l'autre. Elle n'en parle pas. Donc c'est un faux débat. C'est toujours les mêmes turiféraires là qui sont là à pourrir la vie aux Ivoiriens. En réalité, moi, je me rends compte de quelque chose. Je ne sais pas si Coach Bouillon partage le même avis que moi. Ce sont les turiféraires là qui pourrissent la vie aux Ivoiriens. Ce ne sont pas les chefs, ce ne sont pas les leaders. Si les leaders les écoutent, la Côte d'Ivoire va vaciller de nouveau. Donc il va falloir que la hauteur politique soit prise. Et je donne ici l'exemple de Assimi Goïta, qui a envoyé des moutons au président. Les gens doivent réfléchir. Il faut réfléchir.
C'est pas parce que je refuse de porter la montre de Coach Fayon quand je suis son ennemi, ou bien qu'il refuse de venir manger chez moi, c'est mon ennemi, je le prends. Non, il y a bien des raisons. Ça, il peut avoir eu un pneu de percée, il n'est pas arrivé, bon, le trajet est encore long. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte sur lesquelles le peuple ne s'interroge pas. Il faut en revenir en dernier à l'idéologie. Un parti, c'est une idéologie. Il faut savoir, n'est-ce pas, enseigner à ses partisans et voir le peuple l'idéologie dans laquelle vous voulez conduire le pays. Aujourd'hui, les partis sont résolus à 3-4 personnes. Et on fait des partis de quartier, d'arrondissement, des districts de province, et puis on va aux élections. L'idéologie a disparu. Vous voyez, c'est la raison fondamentale pour laquelle la démocratie est en train de trébucher. Il n'y a pas d'idéologie derrière. Vous prenez le marxisme-léninisme, il y en a là qui sont des turiférants, ils ne démodent pas. Ils sont là. Vous prenez des communistes, ils ne lâcheront pas, ils sont là. Comment vous appelez ça? Le PCB. Le PCB. Ils sont jusqu'à la mort communiste. Voilà des gens de conviction. Mais vous prenez la démocratie, là, c'est juste pour mon ventre, des ventrocrates, comme je l'ai dit souvent. Ils sont là parce qu'à eux, le peuple n'est rien du tout. Les Ivoiriens, on doit faire en sorte que l'écoute soit prêtée à leurs leaders. Et surtout comprendre là où ils vont. Les deux présidents là viennent de nous donner une leçon au-delà de ce qu'on peut comprendre politiquement. Je pense que les Ivoiriens doivent avoir un regard par rapport à ça. Patrick Armand-Pouyon, est-il temps ou n'est-il pas temps que les personnalités politiques querellées depuis les années 90, 94, 95 jusqu'aujourd'hui quittent la scène politique ivoirienne? Très bien. Je vais répondre à la question en commençant par la question à poser à M. Souleymane Hamzat par rapport au FPI. Je voudrais dire que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 3 chapelles. Donc normalement, Afin Guessan aussi doit se ranger. Exactement. Seulement, Afin Guessan a un électorat de chez lui qui lui permet d'être député. Et quand il va repartir dans les rangs, il ne gagnera pas plus que député. Donc il faut que le président Laurent Gbagbo puisse donner une sortie honorable à son fils, qu'il puisse lui donner une sortie honorable en le recevant, en le respectant et en faisant en sorte que dans cette réconciliation, il n'ait pas peur qu'en donnant la présidence, que la première décision soit de le virer au prochain congrès. Je crois qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour honorer ce fils qui a fait des erreurs comme tout le monde, mais qui peut bien revenir derrière à condition de ne pas perdre au moins ce qu'il a. Exactement. Parce que si il va venir donner la présidence et aux prochaines élections législatives, il ne sera même pas positionné chez lui, vous comprenez qu'il a peur. Donc, il faut que le président Laurent Gbagbo fasse un effort dans ce sens. Maintenant, on dit les gens n'ont qu'à partir. Pendant 10 ans, ils n'ont pas pu être le chef de leur groupe. Permettez-leur de mettre de l'autre dans leur groupe avant de partir. Après eux, si c'est le déluge, on va dire qu'ils n'ont rien préparé. Exactement. Nelson Mandela est parti, comme vous savez. Il a été très grand. Mais derrière lui, vous avez vu le chaos. Donc, permettez à chacun de mettre de l'ordre. Il y a un travail qui se fait au niveau de chaque parti politique. Ce travail va se faire pour qu'il y ait de la discipline derrière eux et en ce moment, ils pourront passer la main. Dans tous les cas, je ne vois pas ces 3-là, même s'ils le veulent aux prochaines élections. Je crois que même physiquement, ils ne pourront même pas aller déposer leur candidature. Donc, par rapport à ça, je crois que ça va se faire, mais permettez-leur de mettre de l'ordre dans leur groupe avant de partir. Possibilité pour les 3 personnalités de se retirer de la scène politique, je dirais à moyen terme? Moi, un souhait. Moi, c'est mon souhait le plus absolu. Si on va se mettre dans la logique des turiféraires, on dira, ah non, j'étais de ceux qui ont dit, par rapport aux décisions de la CPI, qui disent que Laurent Gbagbo doit être... on doit le retourner dans ses droits. Ah, mais il était quoi avant qu'on ne le prenne? Président de la République. Si je dois suivre ce que dit la CPI, ça veut dire qu'à son retour, là, il faut que l'autre quitte, que je m'y mette. Non, ça, c'est... Attendez, vous voyez pas que ces gens-là aussi se foutent de nous? On nous met dans des difficultés. J'ai pensé ça aussi. Je me suis mis dans cette logique-là, pensant que, oui, il faut, à tout va, mais en réalité, si on va là, on déchire le pays de nouveau. Donc, il va falloir que la classe remontante, celle-là, je parle sur le Guillaume, Charles Blé Goudé. Cette classe-là est-elle prête? Est-ce qu'elle est prête?
Selon vous, oui, mais à mon avis, oui. Sur Guillaume, presque une dizaine d'années autour du président Laurent Gbagbo, encore plus au président Ouattara. Blé Goudé, il était très proche, il a vu tout ce qui se passait. Si on va au niveau du FPI, AFI, c'est sommet des sommets. Donc je le vois, il y avait d'autres qui ne sont plus aujourd'hui. Il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Gon Coulibaly. Il fallait des gens qui avaient une posture à gouverner la Côte d'Ivoire. Moi, je ne trouve aucun inconvénient à ça. Maintenant qu'on a cherché parmi, au-delà de ces gens-là, quelqu'un d'autre qui est enfoui, je ne sais pas où, là, comme un certain Thiam qu'on a été repêché, je ne sais pas où, dans des institutions. Mais il est ivoirien. Il a le droit d'avoir des ambitions. Au-delà de ça, il faut dire que il y a être prêt, avoir la capacité de gérer, mais il y a est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à vous suivre. Donc, certains partis, je ne veux pas citer de nom pour faire de publicité à certains partis, mais certains partis sont plus prêts que d'autres. Oui. Que d'autres par rapport à la succession. Exactement. Mais si la succession est déséquilibrée, nous allons avoir la rue qui va vouloir contrebalancer. Donc je crois qu'il va falloir permettre que dans cette transition, chaque parti puisse mettre de l'ordre et dans cet ordre-là, on pourra maintenant aller vers la succession. Et je voudrais dire à tous ceux qui veulent succéder là, laissez les patrons ouvrir la succession et vous pouvez vous bagarrer entre vous, mais ne combattez pas votre père politique parce que là, la population même ne peut pas suivre. Parlant même de la rue, elle est bien faite pour... C'est le terrain, c'est le terreau des turiféraires. Vous savez bien qu'ils sont pas bien quand il y a climatiseur, il y a table ronde, on parle au sérieux. Hein. Ils sont là où on envoie des diabis, là, dire qu'on ira chercher Gbagbo sur le tabac, qu'on va l'amener à la Maca. Voilà des turiféraires. Il faut faire taire. Il faut les faire taire par tous les moyens et faire en sorte que, et je bondis dans le même sens que lui, que les aînés s'entendent, qu'on appelle tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est les trois, pour moi. Et que ceux qui viennent après, qui ont exercé sous ces gens-là, puissent se retrouver aussi à leur niveau, quitte à envoyer la balle maintenant vers le peuple. Et tout cela doit se faire dans un souci d'apaisement, n'est-ce pas? Et que plus jamais on n'entend plus parler d'âmes qui crépitent dans la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, elle est belle. Elle est belle. C'est un très beau pays où il fait très bon vivre, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, chercher à détruire cette Côte d'Ivoire-là de nouveau, c'est... Franchement, c'est ceux qui vont s'amuser à ce jeu-là, qu'on les disqualifie, qu'on leur arrache la nationalité. Patrick Armand-Pouillon, un message de fin? Non, je voudrais dire simplement que le président Ouattara a trop investi en Côte d'Ivoire pour laisser KO derrière lui. Donc on peut compter sur lui pour qu'il n'y ait pas KO. Le président Bédier ne se sent à l'aise qu'à Taoukro. Donc il a intérêt à ce qu'il y ait la paix. Laurent Gbagbo ne voulait coûte que coûte rentrer. Donc je crois qu'avec ces trois-là, on peut garantir qu'aucun d'eux ne mettra le feu en Côte d'Ivoire. Et bientôt, nous aurons la paix. Tout le monde rentrera, mais dans la discipline des chapelles, tout le monde rentrera pour que la Côte d'Ivoire puisse construire la succession. Voilà. Selon la date, rapidement un mot. Dans l'espoir que cette rencontre du 27 là, soit une rencontre à portée vraiment hautement politique, je souhaiterais que le président Gbagbo, dans son plaidoyer, n'est-ce pas, si je peux appeler ça comme ça, puisse penser quand même à ceux qui sont restés derrière, aux opposants, et surtout à ceux qui sont en prison, du fait de la crise, qu'ils essayent de les libérer, qu'il y ait un rassemblement et que tout le monde, on ne parlera jamais de la même voix, mais qu'il y ait le consensus et que la Côte d'Ivoire renaisse de nouveau. Voilà, vous êtes Souleymane Hamdane, consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau débat qui était donc consacré à l'actualité en Côte d'Ivoire et donc à cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.